Hello et bienvenue dans l'Escalier, le podcast qui te fait gravir les marches du quartier jusqu'au succès. Moi, c'est Lamia. Une semaine sur deux, je t'emmène à la rencontre de héros pas comme les autres. Ils sont cadres supérieurs, libéraux, artistes et j'en passe. Et ils ont tous 3 points en commun. Ils sont descendants d'immigrés, issus de milieux populaires et débordent d'ambition. On entend souvent que l'ascenseur social est en panne. Pourtant, ils sont la preuve que la réussite est accessible. Bon, on va pas se mentir, il y a eu des galères en chemin. Mais ils sont toujours restés déter. Pour te guider dans ton orientation professionnelle, ils nous expliquent comment ils ont fait pour arriver là où on ne les attendait pas. J'espère que leur histoire t'aidera à écrire la tienne et devenir toi aussi le héros de ton quartier. Enfile tes meilleurs sneakers et prépare-toi à monter. C'est parti! Aujourd'hui, on poursuit notre ascension avec Youssouf Sall, Product Owner chez Trace. De parents sénégalais et mauritaniens, il a grandi à Villejuif, en banlieue parisienne. Youssouf, c'est un peu le passe-partout de l'école de commerce. Il a testé toutes les clés possibles pour entrer, et ça a marché. Curieux de comprendre les parcours utilisateurs en ligne, il s'oriente vers le secteur du digital, de consultant à chef de produit. Quand il parle de sport, et en particulier du foot, il a des étoiles plein les yeux. Youssouf nous inspire par sa passion, sa résilience et son attachement à transmettre tout ce qu'il a reçu à son prochain. Je te laisse découvrir son histoire. Raconte-nous d'où tu viens, Youssouf. Alors, je suis d'origine sénégalaise. Je suis né à Dakar. Ma mère est sénégalaise, mon père est mauritanien. Et donc, ils se sont rencontrés dans une ville qui s'appelle Saint-Louis, qui est au nord du Sénégal, frontalière. Et puis donc, ils ont vécu ensemble là-bas avant de venir en France très très tôt, à l'âge où moi j'avais 1 an, suite en fait à des événements qui se sont passés à ce moment-là en Mauritanie. Mon père a perdu pas mal de choses qu'il avait, donc la maison, la voiture, l'entreprise, etc. Donc vraiment dépossédé de tout ce qu'il avait, et c'est ce qui l'a poussé à venir en France. Il a eu le statut de réfugié politique. Donc il est arrivé en Île-de-France, en banlieue sud à Villejuif, là où j'ai grandi après pendant 25 ans. Il y a eu mon frère ensuite qui est arrivé. Donc on a fait toute notre scolarité en banlieue parisienne ensemble. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé pour tes parents une fois qu'ils sont arrivés en France ? Alors ils sont arrivés en France, j'ai envie de dire un peu à la va-vite, c'était pas vraiment préparé. Ils sont arrivés avec pas grand-chose en poche, donc ils sont arrivés comme beaucoup d'immigrés dans un foyer. Donc ils y ont vécu pendant un temps, on leur donnait tout, hein, jusqu'à ma mère aime bien souvent le dire, jusqu'à la brosse à dents, on lui donnait. Donc on a été accueillis dans un premier temps en foyer avant que mon père puisse trouver du travail, ce qui lui a permis de trouver derrière un logement en HLM dans lequel on a vécu par la suite. L'installation s'est faite comme ça, donc vraiment sans préparation, sans vraiment de plan de leur part. Donc ils ont vraiment pu bénéficier de toutes les aides qu'il y avait ici, qui leur ont permis de s'installer, qui leur ont permis derrière de nous scolariser. Et puis voilà, ils ont vraiment bénéficié de ça pour pouvoir avancer eux dans leur vie et pouvoir nous donner l'éducation qu'on a reçue par la suite. Mais voilà, pour dire qu'ils sont partis de rien en France. Toi, en fait, avec tout ça, tu penses que tu étais quel genre d'enfant ? Alors, j'étais plutôt calme en termes de tempérament. J'étais assez sage, donc plutôt introverti. J'étais un peu comme mon père qui a cette personnalité-là, avec quand même de la curiosité et la facilité de parler aux gens. J'étais quelqu'un qui était quand même très sociable. J'ai toujours de bonnes relations avec les gens, du moins j'essaye, et ça s'en ressent sur ma personnalité. Donc quand j'étais enfant, c'était ça également. Je restais dans mon coin jusqu'au moment où on venait me parler, mais à partir du moment où on venait me parler, voilà, les relations se créaient, et voilà, j'ai gardé de très belles amitiés de toutes les époques, de toutes les écoles dans lesquelles je suis passé. Donc c'était un peu ma personnalité étant enfant. Et puis mon frère est arrivé derrière, et lui il était beaucoup plus extraverti que moi.
Donc moi j'étais l'enfant plutôt sage, celui qu'on prenait en exemple, pas craintif, mais quand même toujours prudent sur tout, sur les relations avec les gens, voilà, j'étais pas l'enfant aventurier. Quel rôle a eu ta famille pendant ton parcours scolaire? Alors le rôle, je dirais qu'il a évolué. Dans un premier temps, mes parents ont vraiment tout mis en œuvre pour que je puisse être dans de bonnes conditions pour aller à l'école, que ça passe par les fournitures scolaires ou alors le choix de l'école quand la question se posait. Ils ont également le rôle de soutien jusqu'au moment où ils le pouvaient, en tout cas pour par exemple les devoirs. Donc jusqu'au collège, mes parents m'aidaient pour les devoirs, et à partir du moment où ils étaient plus en mesure eux-mêmes de m'aider, ils ont fait en sorte de pouvoir trouver des personnes qui m'aidaient. Donc ils n'avaient pas forcément les moyens de me payer des profs particuliers, mais il y avait toujours quelqu'un de la famille qui en fait était là. Un cousin éloigné, un oncle, ou quelqu'un toujours de plus âgé, mais qui était soit dans les études, soit dans la vie professionnelle, qui était en mesure de venir m'aider sur des mathématiques, sur du français, sur voilà, sur toutes les matières où mes parents, eux, ne se sentaient plus en mesure de pouvoir m'aider. Donc je dirais que c'est comme ça qu'ils ont contribué à m'aider sur la partie scolaire, et puis arrivé un moment où eux n'avaient plus les connaissances sur le système scolaire, ou alors ils n'avaient pas l'information, et là je pense que c'est là où j'ai quelque part dû prendre le relais moi-même pour pouvoir aller chercher cette information, m'informer, connaître les parcours qui étaient disponibles, et moi-même quelque part construire mon projet. C'est plus moi qui ai pris l'initiative d'aller faire ça, pour pouvoir leur dire, bah voilà, j'ai réfléchi à un parcours, je sais que cette filière pourrait me correspondre, je sais quels sont les critères d'entrée, je sais combien ça coûte, comment le financer. Donc toutes ces questions-là que j'ai dû finalement répondre moi par moi-même. Donc je dirais dans un premier temps, ils ont vraiment eu cet accompagnement et ce soutien quand jusqu'au moment où ils avaient la connaissance. Et puis après, je pense qu'ils m'avaient donné les billes pour être assez autonome pour le faire moi-même quand ils comprenaient plus. D'accord. Et justement, cette autonomie que tu as eue, est-ce que c'était quelque chose d'assez naturel pour toi, ou est-ce que tu avais des facilités à te renseigner, à aller rechercher les informations, ou est-ce que ça a été compliqué au contraire? Alors non, pour le coup, ça a été un peu plus compliqué, parce que ça arrive souvent en fait à un moment charnière qui est entre le collège et le lycée. Donc déjà faire le choix de son lycée, on n'a pas forcément les informations quand on est dans les structures au collège, ou du moins j'ai l'impression qu'on n'est pas assez bien informé là-dessus. Et ça a été difficile. Oui, j'ai dû aller voir moi-même les forums, les CIO, poser des questions aux professeurs. Après j'ai fait des rencontres qui m'ont plutôt aidé. Donc ça, j'en suis assez heureux. Quand je suis arrivé en seconde au lycée, j'avais deux profs principaux, mon professeur de maths et ma prof d'histoire géo. Et quand ils ont vu les notes que j'avais, ils m'ont dit, il faut vraiment que tu fasses quelque chose de tes études, de ton avenir, parce que tu as les possibilités de faire plein de choses. Et donc j'ai pu échanger avec eux, et c'est vraiment le soutien que j'ai eu, on va dire, de la part de la structure et de l'éducation nationale, et qui m'a permis derrière d'aller chercher les informations moi-même. Donc je dirais que c'est eux qui m'ont poussé à m'informer, sans pour autant me dire non plus comment le faire. C'était quoi le métier de tes rêves quand tu étais enfant? Alors ça, c'est drôle, parce que comme la plupart des jeunes, des petits garçons, c'était footballeur professionnel. Donc ça, c'était le rêve qu'on a vite abandonné. Mais en vrai, quand j'étais petit, je voulais être médecin. C'était un métier qui me faisait rêver, parce que urgence à la télé, parce que le fait d'être là pour autrui, d'aider, d'être utile. Donc c'était le grand rêve quand j'étais enfant. Puis je l'ai abandonné au fur et à mesure des notes dans les matières scientifiques au lycée. Mais c'était ça que je voulais faire initialement.
Aujourd'hui, je pense que j'ai d'autres rêves, mais dans une autre vie, c'est ça que j'aurais aimé faire. À partir de quel moment est-ce que tu as compris que tu voulais être product owner, donc chef de produit? J'avais pas vraiment ce poste comme cible dans mes ambitions. L'idée, c'était plutôt de comprendre la relation client en digital, donc de pouvoir voir comment les gens interagissent quand ils sont sur Internet, quel est leur parcours, est-ce qu'ils arrivent par Google, est-ce qu'ils connaissent directement le site, est-ce que le site a une bonne ergonomie, est-ce que les informations sont faciles à trouver. C'était plutôt sous cet angle-là que j'appréhendais la chose, et c'est ce qui m'a amené donc à intégrer une entreprise qui souhaite récupérer l'information client, qui souhaite l'organiser pour pouvoir répondre à une cible. Donc c'était plutôt le biais par lequel je voulais entrer, sans pour autant voir quel type de poste était derrière. On va revenir un petit peu en arrière. Avant de devenir chef de produit, est-ce que tu peux nous parler des études que tu as faites? Oui. Alors, suite à un bac ES, j'ai fait une prépa, donc une prépa économique et sociale pour préparation au concours aux grandes écoles, que j'ai pas terminé. Je l'avais intégré et puis j'ai terminé au bout de 6 mois. Je pouvais pas aller au bout parce que la charge de travail était beaucoup trop importante pour moi. J'avais également le trajet qui était assez compliqué, habitant en banlieue sud et devant aller tout au nord pour aller au lycée. Donc le temps de trajet plus les révisions à la bibliothèque jusqu'à la fermeture, plus la ligne 13 que les Parisiens connaissent, voilà, c'était beaucoup trop compliqué. Donc j'ai arrêté au bout de 6 mois. Je suis ensuite allé à la fac. J'ai fait 6 mois en administration économique et sociale à Créteil, que j'ai pas terminé non plus. Et finalement, j'ai terminé en DUT technique de commercialisation, où j'ai fait 2 ans, donc à l'IUT de Sceaux, avant de passer les concours en admission parallèle pour les écoles de commerce, où j'ai obtenu donc Grenoble École de Management, que j'ai fini en 4 ans avec une expérience à l'étranger, avec une année de césure qui m'a permis de faire 2 stages. Et puis en fait derrière c'était pas terminé. J'ai repris les études l'année dernière, fin d'année 2020, un master en management du sport à HEC Montréal, où j'ai complété pour l'instant 2 trimestres sur 3. Donc voilà, dans l'idée d'une réorientation dans le secteur du sport. Quand tu fais le déroulé de ton parcours, tu parles un petit peu avec un sourire du fait que tu n'aies pas terminé certaines étapes de ton cursus. Je trouve au contraire que c'est très intéressant ce que tu as fait. Alors, bien sûr, avec du recul, c'est plus facile d'avoir cette approche-là. Sur le coup, se dire qu'on abandonne la prépa, déjà que c'est une formation vraiment très très intense et très difficile psychologiquement et aussi physiquement. C'est pas une décision qu'on prend à la légère, surtout si après t'enchaînes sur la fac et que tu décides aussi d'arrêter. Mais en fait, je trouve que ça permet quand même de tirer des leçons, alors pour toi-même et aussi pour les gens qui nous écoutent, parce que ça montre finalement toutes les possibilités qu'on a d'intégrer une école de commerce. Donc une fois en école, comment ça s'est passé pour toi, l'obtention des stages, comment est-ce que tu as trouvé les sources de financement, et tout ça? Alors pour ce qui est des stages, dans un premier temps, j'avais été plutôt rassuré parce qu'en entrant en école, on dit vous êtes accompagné, vous avez il y avait un centre de développement sur lequel on pouvait refaire notre CV, être accompagné sur la recherche de stages, etc. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que, comme je te l'ai dit, c'était beaucoup le sport. Donc j'avais postulé dans le secteur sans succès. Et finalement, j'avais trouvé mon premier stage par une connaissance, par un cousin à moi qui travaillait dans une entreprise qui fabrique des compteurs d'énergie à l'époque. Donc voilà, premier stage que j'ai pu avoir en école, c'était un piston. Voilà. J'ai eu cette chance-là, et je l'ai saisi. C'était un stage qui était pas forcément dans ce que je recherchais à l'époque, mais qui m'a quand même permis d'ouvrir de m'ouvrir à certaines perspectives. Stage que j'avais bien apprécié, mais qui en même temps j'avais quand même en tête que c'était un stage qui n'était pas dans le secteur que je désirais.
bien, voilà, compte tenu de la concurrence qu'il peut y avoir, etc. Le secteur du sport est compliqué à intégrer. Mais voilà, j'avais retenu ça quand même. J'avais retenu que ma première expérience, c'était un stage que voilà, dans un domaine qui n'était pas mon domaine de prédilection, et que c'était vraiment une découverte que j'ai saisie par opportunisme, parce que j'avais une personne qui était dans cette entreprise-là. Sans ça, je pense que j'aurais peut-être pas fait ce stage-là. Après, pour l'échange universitaire, là, en vrai, ça a été compliqué. Ça a été compliqué dès les choix, parce que à partir de ce moment-là, on a intériorisé tellement de contraintes, la contrainte financière, les contraintes logistiques, etc. Quand on fait nos choix, que moi je me disais en fait l'Australie c'est mort parce que c'est trop loin, je pourrais même me le payer. La Nouvelle-Zélande c'est pareil. Du coup je m'étais résigné et je m'étais fait deux listes. Je m'étais fait une liste entre guillemets le meilleur scénario, et je m'étais fait une liste allez Youssouf soit réaliste quoi. Et finalement j'ai quand même été sur la liste meilleur scénario. J'avais mis tous mes vœux. Et j'ai quand même fini dans une des écoles les plus chères d'Europe, enfin l'une des villes les plus chères d'Europe, parce qu'on payait pas les frais de scolarité à proprement parler. Mais donc j'avais fini à Copenhague. Et malgré les aides que j'ai eues, et il y en avait, donc j'avais été récupérer toutes les aides possibles. Il y en avait une de la région, il y en avait une de l'école, il me semble. Il y en avait une, il y avait la bourse Erasmus, donc j'avais bénéficié de tout ça. Et quand bien même, c'est pour 6 mois, c'était pas assez. Pour 6 mois, c'était pas assez. J'étais dans une des villes où les loyers en Europe sont les plus chers. Donc j'avais économisé le maximum de sous possible avant ça, lorsque j'étais en stage en césure. Et c'était juste, donc j'ai eu la chance que mes parents puissent me donner un petit complément pour aller au bout de ça. Mais ça a été compliqué. Tu te poses toujours la question, est-ce que j'aurais pas mieux fait de faire de l'alternance et faire cette croix sur une expérience à l'étranger? Donc quelque part, il y a toujours la question qui se pose, et en vrai, je me la suis posée surtout au début, puisque Copenhague, j'ai mis du temps à y trouver un logement. Et quand t'es à l'auberge pendant près d'un mois, tu te dis mais en fait, qu'est-ce que je fais là? J'aurais dû aller en alternance, trouver justement une entreprise dans le sport, pouvoir bénéficier d'un salaire, terminer les études un an plus tôt, parce que c'était aussi cette possibilité là via l'alternance. Donc il y avait toujours cette contrainte financière qui faisait que tu te dis est-ce que j'ai fait le bon choix? Du coup, tu te culpabilises un peu et t'as tendance à te limiter dans tes choix. Enfin, c'est ce que montre un peu de manière anecdotique la deuxième liste que tu as faite. Oui, tu prends toujours le scénario. Tu prends toujours le scénario dans lequel tu te dis il y a pas de ressources. Il y a pas de ressources, faut que je me débrouille. Et qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Et voilà, il y a toujours cette issue là. Et là, c'était le plan B, mais souvent c'est le plan A en fait. Souvent, c'est le plan A. Il y a plein de considérations qui entrent en jeu, parce que j'ai mon petit frère qui a 4 ans de moins, et qui lui aussi a suivi le parcours prépa école de commerce. Et derrière, je me disais, mais en fait, si mes parents aiment moi, est-ce que ça fera pas moins pour lui aussi? Donc, tu vois, c'était également cette considération-là, c'était de se dire, est-ce que mon choix va pas retirer des opportunités à mon frère derrière? Donc il y avait aussi ça. C'est beaucoup de réflexion à un âge où en fait justement on a du mal à voir où est-ce qu'on veut aller, et on n'est pas toujours sûr de ses choix. Et quand bien même il y a les parents qui sont derrière, les parents aussi peuvent être inquiets. Peuvent être inquiets par rapport aux ressources, par rapport au fait qu'il y a 2 enfants qui font des études, au fait que est-ce que ça va te rendre plus employable ou pas derrière. Donc il y a toutes ces questions là, et toutes ces questions là quand on a 22, 23 et parfois un peu plus jeune, ça fait beaucoup. Ça fait parfois loin.
Après l'école, comment ça se passe l'obtention de ton premier CDI? Alors ça prend du temps. Ce qui moi m'avait un peu inquiété, parce que j'avais également choisi ce parcours-là parce qu'on me disait qu'on était rapidement employable, que on était un peu plus avantagé que d'autres sur la question salariale notamment. Et j'ai quand même connu je dirais pas une longue période, mais j'ai été diplômé officiellement en janvier 2016 et j'ai eu le premier job en octobre. J'ai eu pas mal d'entretiens, j'ai eu une grosse opportunité mais qui ne correspondait pas forcément à ce que j'attendais à l'époque, à la fois en termes de conditions puisque c'était en fait un travail qu'on me proposait depuis la France pour une entreprise qui était basée à Copenhague. Je considérais également que le salaire qui était proposé était en dessous de ce que j'attendais personnellement en sortant d'école, donc j'avais refusé cette opportunité-là. J'ai eu d'autres entretiens pour notamment un VIE qui finalement ne s'est pas fait, avant de pouvoir trouver donc mon premier emploi chez Atos en tant que consultant en digital. Donc voilà, il y a eu 10 mois, on va dire, de chômage, ou 10 mois où tu te dis en fait qu'est-ce qui se passe, pourquoi toute la promo semble avoir trouvé son emploi directement et pas moi. Après on s'est regroupé avec deux trois copains avec qui c'était le cas, on s'est motivé pour pouvoir candidater de manière régulière ensemble. Et puis on a finalement tous trouvé, donc tout s'est bien passé. Mais voilà, cette période de latence, elle te pousse à te remettre en question sur tes choix, sur est-ce que t'as fait les bons, sur pourquoi il y a des personnes pour qui c'est plus facile que toi. Donc forcément toutes ces questions-là, elles te trottent dans la tête. Après moi j'ai eu la chance de pouvoir me divertir parce que j'avais à l'époque c'était l'Euro 2016, donc j'avais économisé les sous de mon tout dernier stage pour pouvoir aller voir quelques matchs, donc ça a permis de me distraire l'espace d'un petit mois. Mais en dehors de ça, c'est quand même des matins où tu te réveilles, où tu te dis bon, j'espère qu'il y aura une opportunité aujourd'hui. Ce à quoi tu t'attendais pas du tout quand tu rentres en école, parce qu'on te vend une super employabilité et on te vend quelque part le salaire qui va avec, et on te dit mais en fait la période de recherche, il y en aura quasiment pas. C'est chez Atos que tu découvres véritablement le métier de chef de produit, j'imagine? Je découvre le monde du travail surtout le CDI chez Atos en tant que consultant en transformation digitale. Donc, comme je disais, je suis entré là plus par attrait pour le secteur que pour le poste, parce que le conseil c'était quand même quelque chose d'assez particulier en termes de positionnement, puisqu'on est on fait partie d'une entreprise mais on travaille chez une autre. On a des attentes à la fois d'un manager puis d'un client. Donc c'est un positionnement qui est assez spécifique, qui moi m'a plu pendant un moment, et puis au bout d'un moment, je trouvais plus d'inconvénients que d'avantages à cette position-là. Donc j'ai décidé de changer de secteur, de poste. Mais voilà, c'est c'est par là que je suis entré dans le monde du travail. J'étais content d'avoir cette première expérience-là. Elle m'a apporté pas mal de choses, et je suis content de l'avoir faite. Maintenant, je pense que chacun a envie d'évoluer, et il y a des voies qui sont toutes tracées dans le conseil, et il y a beaucoup de consultants qui prennent ces voies-là pour finalement peu de postes à la clé. Du coup, ça fait beaucoup de turnover. Ça, je l'ai vu également dans mon équipe. Ça fait également un positionnement vraiment, comme je te dis, particulier, dans le sens où ça coupe un peu les relations entre ton manager et toi, puisque tu travailles pas avec ton manager. Donc ça pour moi ça a été un des gros inconvénients dans ce secteur-là.
Pour l'intégration, c'est pas top non plus. À vrai dire, j'ai vu la différence avec l'entreprise que je viens d'intégrer il y a un mois, où voilà, où j'ai senti un autre accueil. C'est pas la même dimension, mais donc ça rapproche les gens. Donc d'être moins nombreux, ça rapproche les gens. On a plus de facilité à connaître ses collègues que quand j'étais dans un gros cabinet de consulting. Là, tu viens de démarrer un nouveau poste, comme tu nous disais. Donc, félicitations déjà pour ton nouveau job. Comment tu te sens dans cette nouvelle entreprise? Plutôt bien pour l'instant, bien accueilli. La taille, je pense, joue dans l'accueil qu'on peut avoir dans une nouvelle entreprise. J'ai eu très vite l'occasion de rencontrer le PDG, par exemple, avec qui j'ai mangé la première semaine. Il y a moins de hiérarchie, donc ça c'est également un avantage comparé au monde du conseil, pour moi en tout cas. Puis après, l'entreprise que j'ai rejoint, elle est assez particulière dans le sens où il y a vraiment une cible dans laquelle en vrai je suis, donc la culture afro-urbaine. Donc il y a également cette diversité qui est beaucoup plus importante que dans d'autres entreprises. Ça fait vraiment partie. Il y a pas mal d'entreprises qui vont dire ça, mais pour le coup, là je le vois au quotidien. Dans les personnes avec qui on travaille, donc les collègues. 2, dans la cible, et 3, également dans la manière de faire. Donc j'ai vraiment l'impression que là c'est beaucoup plus concret que dans d'autres entreprises dans lesquelles ils vont lancer des grands programmes de diversité, et puis quand tu vas arriver, tu vas voir que finalement les personnes qui ont les postes intéressants ou alors qui ont le pouvoir de décision se ressemblent un peu toutes. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est différent. Donc bonne intégration. Moi, il y avait un point qui était également important pour moi, c'est que c'était beaucoup plus jeune, c'était une cible qui me ressemblait beaucoup plus. Ce sont également des collègues qui sont plus jeunes, donc avec qui on peut partager des centres d'intérêt, avec qui on peut discuter de problématiques, les jeunes parents, ce genre de problématiques là où chez Atos au final je me suis retrouvé avec des gens qui étaient un peu plus âgés, avec qui j'avais de très bonnes relations, hein. J'ai gardé de très bonnes relations avec des personnes que j'ai rencontrées là-bas, mais qui effectivement n'avaient pas forcément les mêmes centres d'intérêt hors travail que moi. Justement, sur cette question de la diversité, est-ce que tu as ressenti ta différence tout au long de ton parcours? Alors oui, dès l'école, parce que déjà mes parents par rapport à la maison, on fonctionnait différemment. Je le voyais quand j'allais faire les devoirs chez les copains, ou quand ils invitaient pour pouvoir passer la nuit, ou pour pouvoir jouer chez eux. Il y avait déjà cette différence-là. À l'école, moi je mangeais pas la même chose à la maison que les gens. C'est tout bête, hein, mais à la cantine, moi je découvrais des plats que mes parents n'avaient jamais fait chez moi. Donc ça commence déjà par là. Après, j'ai envie de dire, c'est l'école dans un premier temps, où là tu vois que les gens ne fonctionnent pas de la même manière, qu'ils ont pas les mêmes ressources non plus. Tu le vois sur des trucs tout bêtes, mais les fournitures scolaires. Moi j'étais dans une ville, j'ai grandi à Villejuif, c'est ville communiste dans laquelle on avait la chance de pouvoir choisir à chaque début d'année. On avait soit un sac, soit certaines fournitures scolaires, etc. Donc on se retrouvait souvent 2/3 de la classe avec les mêmes affaires, et puis t'avais une petite partie des écoliers qui en avaient pas besoin, donc eux ils préféraient aller acheter la trousse Spider-Man ou les trucs. Donc il y avait déjà une différence qui se faisait à ce niveau-là, et après plus t'avances, plus la différence elle se fait. Au collège ça allait encore, on était plutôt sur des gens qui se ressemblaient, mais il commençait déjà à avoir un mélange, une certaine mixité avec des gens qui venaient de milieux un peu moins populaires que nous. Au lycée, je suis retourné dans un lycée où c'était beaucoup plus populaire pour le coup. Et après, la vraie différence, elle se fait quand j'arrive en prépa. Quand j'arrive en prépa, où t'as certains qui peuvent avoir des cours particuliers et pas d'autres.
Quand t'as certains qui peuvent avoir un appartement à Paris pour pouvoir être proche du lycée et pas d'autres. Donc c'est toutes ces différences là qui se font, et puis après en école de commerce c'est l'écart maximal. C'est t'arrives, nous on avait la chance dans l'école, on avait chacun un PC pour nous mettre entre guillemets sur un pied d'égalité, mais tu vois que trois quarts de la promo a un Mac, le truc que toi tu pourras jamais t'acheter avant ton premier salaire. C'est des différences comme ça qui je dis pas qu'on étudie mieux avec un Mac, mais je me dis qu'on étudie mieux quand on n'a pas à se poser la question de comment on achète son ordinateur, par exemple, ou comment on paie le loyer. Et du coup, tu vois la différence entre... Il y a une différence qui se fait tout de suite entre les étudiants qui peuvent venir de prépa, les étudiants qui peuvent venir d'admission parallèle. Tu vois ceux qui ont fait un prêt, ceux qui n'ont pas fait de prêt. Voilà, tu vois ceux qui ont des loisirs qui peuvent se permettre d'aller au ski tous les week-ends, et toi où tu dois choisir tes loisirs. Donc après tout ça revient fortement. Et dans tous tes choix, moi il y avait un truc une anecdote qui avait été marquante. Je voulais mettre en colocation avec des copains. Et ces copains faisaient en fait le stage des admissibles, donc en fait ils avaient besoin de leur appartement dès le début de l'été, puisqu'ils allaient l'occuper et ensuite continuer l'année scolaire tranquillement. Moi j'avais eu une première année que j'avais passée en résidence étudiante du Crous, qui était le truc le moins cher que tu pouvais trouver, avec les aides qu'il fallait, avec le maximum d'APL. Et puis la deuxième année tu te dis t'as quand même envie de partager, tout le monde se met en coloc, etc. Donc on trouve un appartement avec les copains, nickel. Eux, on avait besoin, moi je devais partir en stage. Et donc je dis à mes parents, bah super, j'ai trouvé une colocation avec des copains, c'est un tarif qui est plutôt raisonnable, etc. Là-dessus, ils étaient ok. Sauf que eux ne pouvaient pas se permettre de payer avec moi, de m'aider à payer plutôt 2 mois de loyer l'été pour que je garde cet appartement-là. Donc finalement, j'ai renoncé à la colocation avec ces copains-là parce que je pouvais pas, quelque part vraiment offrir 2 mois de loyer comme ça. On n'avait pas réfléchi à une sous-location ni rien, donc ça m'est passé sous le nez. Et ça, c'est typiquement le genre de truc où tu te dis ça n'arrive qu'à moi. Dans ces conditions-là, tu te dis ça n'arrive qu'à moi, et en fait, tu réfléchis par rapport à ta situation, tu te dis c'est cohérent de la part de mes parents. Ça va contre mon envie, mais quelque part je ne peux que comprendre ça. Mais voilà, c'est toujours des choix à faire, c'est toujours ces contraintes à avoir en tête en fait. Comment c'est pour toi aujourd'hui ? Est-ce que ces contraintes, elles sont si profondément intériorisées que tu continues un peu à les appliquer, ou est-ce qu'au contraire t'as réussi à t'en libérer, t'en détacher et vivre peut-être de manière un peu plus sereine et légère ? Heureusement qu'on s'en défait. On s'en défait au fur et à mesure. Après, il y a toujours des choses qui restent. Et aujourd'hui, je pense que oui, il y a une partie de la charge qui est quelque part un peu partie, ou du moins qui s'est atténuée. Et il y a une autre qui est toujours là en se disant, il faut que tu réfléchisses à demain, à comment ça va se faire, et continuer de progresser pour aider, parce qu'il y a toujours quelqu'un à aider, en fait. Soit c'est le frère, soit c'est le cousin. En l'occurrence, pour moi, ce sera mon fils. Donc voilà, il y a toujours cette réflexion de dire, derrière, moi j'ai été aidé, j'ai été poussé, j'ai eu ces contraintes-là. Comment je fais pour que ces contraintes-là, soit la famille, soit ta descendance ne l'ait plus, et comment tu fais pour que tu les aides en fait. Mais il y a toujours, voilà. Maintenant, je dirais que ça s'est transformé comme ça. J'ai l'impression que c'est un principe, ou en tout cas un fil conducteur qui est assez commun à beaucoup de descendants d'immigrés. Donc tu parlais du fait d'avoir intériorisé ces contraintes, mais il y a aussi le fait de rendre l'appareil et être reconnaissant pour les efforts qui ont été fournis pour toi, pour à ton tour pouvoir les faire pour quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est quelque chose justement dans lequel tu te reconnais aussi, et surtout, pourquoi est-ce que tu penses que ça prend autant de place dans la vie des descendants d'immigrés ? Alors déjà, totalement, moi je dirais que le schéma, je l'ai eu parce que, je sais pas si je te le dis, mais à la maison, il y avait toujours quelqu'un, il y avait toujours un cousin, il y avait toujours un oncle, il y avait toujours quelqu'un d'autre. Et donc, moi, souvent, les cousins avec qui m'aidaient à faire les devoirs, c'était ces exemples-là. C'était lui, il est dans les études actuellement, il essaie d'avoir tel diplôme, il est bon en mathématiques, il est bon en trucs, il va t'aider.
et quelque part de voir que lui réussit voilà, tu te dis en fait c'est peut-être la bonne manière de faire. Donc cet exemple, moi je l'ai essayé de le suivre, mes parents ont essayé de me dire c'est l'exemple à suivre. À partir du moment où j'étais en mesure de pouvoir le suivre, derrière c'était mon frère qui s'est inspiré de moi, qui finalement a fait les mêmes études, et j'étais hyper content par exemple que lui aille au bout de sa prépa, parce que je me suis dit moi j'ai pas réussi, mais lui du coup il a réussi à apprendre je sais pas de mon erreur, mais en tout cas de mon expérience. Et derrière, c'est également ma mère nous le disait souvent, c'est mon cousin qui par exemple était aux États-Unis, qui nous voyait faire nos choix d'études, se poser les questions, etc. Et quand on allait en vacances, voilà, ils nous mettaient ensemble, ils nous disaient mais en fait discutez, parce que vous avez grandement à vous inspirer des uns des autres, parce qu'il y a des contraintes, tu auras toujours des contraintes, mais comment tu vas au-delà. Et quelque part, c'est un schéma, il y a une personne qui en inspire une autre, et ainsi de suite. Et donc pour moi, c'était important parce que, en fait, ça donne des repères. Parce que souvent, en fait, quand les parents sont issus de milieux populaires, qu'ils n'ont pas forcément le temps de s'occuper de tous les enfants, qu'ils n'ont pas forcément le cadre ou parfois les ressources pour s'en occuper, en fait, on va chercher les repères qu'on trouve. Et moi, j'ai toujours eu ce repère-là. Or, les repères de personnes avec qui j'ai pu être en primaire ou au collège, il y en a qui sont totalement perdus. Il y en a qui sont totalement perdus entre ceux qui ont arrêté l'école, ceux qui ont fini en prison, ceux qui sont toujours là au même endroit, qui ont finalement jamais travaillé, ceux qui deal. Enfin, voilà, il y a eu des pertes de repères. Elles sont légion. Là où j'ai grandi, c'est plutôt la norme. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir ce repère-là, et je pense que c'est ce qui a fait aussi la différence entre moi et certains camarades de classe qui ont pu se perdre. Pour continuer sur le sujet de la famille, toi tu as une triple culture. Comment est-ce que tu jongles avec ces identités diverses, et quelle place ont ces cultures et ces identités dans ta vie aujourd'hui ? Alors, il y en a vraiment deux qui prennent le pas sur l'autre, parce que la Mauritanie, par exemple, mon père est originaire de là-bas, mais il a déjà mis du temps à y retourner, donc j'ai pas eu trop de liens avec le pays. Pour le coup, j'y suis jamais allé. Le Sénégal, ça a toujours fait partie de la culture. J'y allais tous les étés quand j'étais enfant. À la maison, j'ai ma mère, mon père qui me parlait wolof, on mangeait sénégalais. Donc la gastronomie était tournée autour de ça, et même dans les habitudes, quand les premières années quand on est arrivé en France, on mangeait comme au Sénégal, on mangeait par terre et tous dans le même plat. Chose que certaines familles font, d'autres pas, mais voilà, nous c'était ancré chez nous. Donc il y avait la gastronomie, il y avait la langue, il y avait le fait d'aller en vacances, donc il y avait toujours ça qui était en nous. Et puis après la France, la France c'est quand même le pays où je vis, on se sent totalement français et totalement sénégalais. Il y a pas de pourcentage. On sent à part égale. Et en fait c'est tellement entremêlé. En fait ça crée une autre identité. Quelque part c'est un peu ça, c'est que ça crée une autre identité, mais en même temps on la vit de manière différente. Moi qui suis né au Sénégal, j'ai pas le même rapport que mon frère. Mon frère, j'ai l'impression qu'il a davantage embrassé la culture, on va dire, sénégalaise, ou qu'il a davantage ce besoin de la montrer, là où moi qui suis né, en fait, j'ai pas quelque part, je dirais pas à me justifier, mais voilà, j'ai pas à la montrer, parce qu'en vrai, on la voit, on la sent, on la connaît, elle est là et on te la répète tout le temps de toute façon. Donc ça, tu l'oublies pas. Et puis ça transparaît à travers tout, à travers la manière dont je cuisine aujourd'hui, à travers la manière dont je m'exprime, à travers la manière dont je m'habille. Il y a cette culture là, et puis j'ai envie de dire, il y a une autre culture qui s'est greffée à ça, c'est la culture banlieusarde. En banlieue parisienne aussi, il y a ça, c'est
c'est constituante aussi de l'identité. Donc c'est un mélange de tout ça, je dirais. Et oui, j'ai l'impression qu'il y a également toute une partie culturelle auquel on passe à côté en France parce que les parents ne nous lisent pas forcément les mêmes histoires que les autres, et que dans la culture française assez normée, il y a forcément des choses auxquelles, en tant qu'immigré, je suis passé à côté. Et en même temps, j'ai eu l'impression, moi, de gagner culturellement via le sport. Par exemple, je m'intéressais beaucoup donc au foot, à l'histoire des joueurs, à l'histoire des clubs. Aujourd'hui, je sais par exemple la ville de Groningen, la plupart du temps, tu poses la question aux gens, ils savent pas où c'est. Moi, je sais que c'est aux Pays-Bas parce que il y a un club de foot là-bas. Donc, j'ai gagné pas mal de richesses culturelles, géographiques, historiques, grâce au sport. Et aujourd'hui, il y a des médias que j'aime bien parce que justement, ils mettent en lumière ça. Je peux citer par exemple SoFoot. SoFoot, quand ils vont te parler d'un joueur, ils vont voir le joueur il est serbe, il a vécu pendant les années 90, donc il a connu la guerre, il raconte son histoire, etc. Et toi, ça te fait un morceau d'histoire qu'on t'a pas forcément raconté à l'école, que tu connais. Et j'ai récupéré beaucoup par ce biais-là, et aujourd'hui, c'est pour ça que moi, ma richesse culturelle, elle vient grandement du sport. Et c'est pour ça que je me dis que j'aimerais bien la transmettre, ou j'aimerais bien inspirer d'autres gens en leur disant il n'y a pas que l'école pour apprendre, ou il n'y a pas que les histoires que vos parents ne vous ont pas racontées. Il y a toujours un moyen d'avoir de l'information, d'avoir une connaissance sur la culture, sur l'histoire, sur la langue aussi. Et voilà, moi c'était mon biais, c'était le sport. Et donc aujourd'hui, c'est bon de savoir qu'on peut récupérer ça partout, que ce soit sur la musique, que ce soit sur la danse, que ce soit sur le sport, que ce soit sur la littérature pour certains. Chacun peut trouver son domaine dans lequel il peut aller récupérer cette culture-là et s'enrichir comme ça. Faut pas avoir peur non plus d'aller vers ce qu'on connaît pas. Moi, pendant des années, je me suis dit, mais en fait, genre le théâtre, le truc comme ça, c'est pas pour moi. Et puis en fait, tu vas avec un copain et t'emmènes voir une pièce de théâtre ou de l'improvisation, et puis t'adores ça. Et voilà, il faut assumer ça aussi, parce que le revers aussi, c'est parfois quand on est dans son milieu, on est avec les gens qui nous ressemblent, on a parfois honte de nos centres d'intérêt, en se disant mais en fait ça c'est pas le centre d'intérêt des copains. Moi c'est foot, il y a beaucoup de cinéma aussi, donc voilà, il y a ça, de s'intéresser à je sais pas qui est le réalisateur qui est derrière, etc. Il y a des gens qui vont dire en fait toi t'es un peu trop geek parce que t'aimes un peu trop les mangas ou des trucs comme ça. Faut pas. Il y a en ce moment par exemple le jeu vidéo. Le jeu vidéo, ça a souvent été quelque chose, on s'est moqué des gens, on voit un peu l'ado boutonneux derrière son PC. Aujourd'hui, quand on voit tous les trucs de e-sport, etc., c'est devenu cool pour pas mal de gens. Donc faut pas avoir honte de ces centres d'intérêt, et faut pas avoir peur non plus d'aller vers des centres d'intérêt qu'on connaît pas, parce qu'on découvre pas mal de choses intéressantes. C'est quoi ton rêve aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je dirais que ce serait de trouver un moyen d'inspirer et de transmettre à travers la culture sport. Je n'ai pas encore trouvé la forme, et je pense que c'est là tout le questionnement, mais je pense que l'idée c'est ça. J'ai l'ambition, et je suis content d'avoir trouvé le travail actuel, parce que quelque part il y a également cette mission, j'ai envie de dire, de à la fois redonner à la communauté, de mettre en lumière les personnes qui font des choses intéressantes dans les communautés afro-urbaines, caribéennes, etc. Donc quelque part, je suis tombé dans une entreprise qui permet de le faire. Après, dans mon idéal, j'aimerais le faire différemment. Moi, ce qui m'anime vraiment, c'est le sport et surtout la culture qu'il y a autour. Et je pense que le rêve absolu, ce serait justement de pouvoir exprimer les qualités humaines que je pense avoir dans ce secteur-là. Donc j'aimerais bien, par ce biais-là, arriver à inspirer d'autres gens et à ce qui s'accomplissent, et m'accomplir de la même manière, parce que c'est vraiment ce qui m'anime, moi. Qu'est-ce que tu dirais au jeune Youssouf avec du recul ? De pas avoir peur d'essayer.
Même si on se trompe, il y aura toujours une autre voie. Faut y aller. Faut essayer, et vraiment pas avoir peur de se tromper, parce qu'il y a c'est pas des détours, mais il y a des chemins à prendre, et ne pas hésiter à y aller, parce que même quand on fait des erreurs, même quand on prend pas le bon chemin tout de suite, il y a toujours un autre moyen d'arriver là où on veut. Merci beaucoup, Youssouf. Merci à toi. Et merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que t'as kiffé ce nouvel épisode. On souhaite à Youssouf de trouver sa voie et de parvenir à s'accomplir professionnellement par le sport. Pour connaître la suite de son ascension personnelle, je t'invite à le retrouver sur LinkedIn. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. En attendant, tu peux m'écrire sur Instagram ou TikTok @l'escalierpodcast si tu souhaites me recommander un héros de ton quartier ou me poser une question. Et surtout, reste motivé et continue de monter. À bientôt!